La salle d'audience bourdonnait de murmures étouffés alors que les spectateurs, journalistes et professionnels du droit feuilletaient des dossiers et chuchotaient derrière leurs mains. Tout le monde attendait l'arrivée d'un témoin clé, mais personne ne s'attendait à la voir entrer avec des chaussures roses pailletées, serrant contre elle un vieux lapin en peluche et tenant un morceau de papier froissé couvert de crayons de couleur. Emily Carter, 3 ans, entra dans la salle sans un mot, sa petite main agrippée à celle de sa mère d'accueil, Sandra Lane. La vue de l'enfant fit parcourir un frisson d'incrédulité dans la pièce. Une fillette en bas âge dans une salle d'audience, pour un procès aussi grave. Même les avocats les plus aguerris échangèrent des regards sceptiques. La juge, l'honorable Mara Donovan, leva les yeux par-dessus ses lunettes tandis qu'Emily était guidée vers le siège des témoins, bien trop grand pour elle. On avait installé un rehausseur, et un petit cahier de coloriage reposait sur le bureau devant elle. Emily ne parla pas. Elle serrait simplement son papier contre elle, fixait le vide et semblait prête à pleurer. La procureure, maître Rowan, s'approcha du banc. « Votre honneur, dit-elle, nous sommes conscients de la sensibilité de cette situation. Emily n'est pas ici pour témoigner au sens traditionnel. Sa présence a été approuvée comme référence visuelle et émotionnelle. Sa communication est limitée mais pertinente. » L'avocat de la défense leva un sourcil, doutant visiblement qu'une fillette de 3 ans, muette depuis son placement, puisse apporter quelque chose de pertinent. « Votre honneur, cela me semble plus théâtral que probant. »« J'y oppose objection, » déclara maître Fields. La juge coupa. « Je l'autorise. J'ai examiné la recommandation du psychologue. Si quoi que ce soit devient inapproprié ou perturbant, nous interromprons immédiatement. » Emily resta silencieuse, ses petites jambes balançant dans le vide. La salle retomba dans un profond calme, tous les regards tournés vers cette silhouette minuscule à peine capable d'atteindre la table. Elle ne paraissait pas effrayée, mais concentrée. Ses yeux se déplaçaient partout dans la salle. Pour certains, c'était de la confusion. Mais Sandra, sa mère d'accueil, savait mieux. Emily se souvenait. Cette affaire concernait Emily, ou plutôt ce qu'elle avait subi. Des mois plus tôt, les services de protection de l'enfance l'avaient retrouvée dans des conditions horribles. Les détails de son sauvetage étaient restés confidentiels, mais les accusations étaient graves, maltraitance, négligence et peut-être pire encore. L'accusé, Mark Daniels, un policier décoré, était soupçonné d'avoir utilisé son insigne pour contourner les systèmes de signalement obligatoires. Sa visite chez Emily, peu avant son retrait du foyer, n'avait jamais été documentée. Mais personne n'avait prévu qu'Emily elle-même apparaisse au tribunal. La juge Donovan ordonna une courte suspension pour préparer la suite de l'audience. À ce moment, les portes de la salle s'ouvrirent de nouveau. Un maître chien entra, accompagné d'un grand berger allemand. Le chien, Bruno, portait un harnais marqué « chien de réconfort ». Il avait été dressé pour accompagner les victimes ou les enfants au tribunal. Calme, obéissant, silencieux. Mais ce qui se passa ensuite stupéfia tout le monde. Dès qu'Emily aperçut le chien, elle se figea. Ses yeux restèrent fixés sur lui. Lentement, elle se leva de son rehausseur, laissa tomber le crayon qu'elle tenait et pointa du doigt l'animal. Un silence lourd s'installa. Puis, d'une voix plus forte que celle qu'on lui avait entendue depuis des semaines, Emily dit 2 mots. « Mauvais homme ». La salle entière s'immobilisa. La juge releva brusquement la tête de ses notes. Le visage de la procureure perdit toute couleur. L'avocat de la défense se retourna d'un geste sec. Personne ne comprenait. Emily ne pointait pas l'officier Daniels. Elle pointait le chien. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Mais Emily ne montrait pas Bruno par peur. Elle se souvenait d'un détail que seule elle avait vu. Et dans ce petit moment innocent, ces mots firent éclater les certitudes de la salle. Quelque chose de bien plus profond était sur le point de surgir. Pendant quelques secondes, un silence pétrifié régna. Tous les regards allaient de l'enfant au chien. Bruno, dressé pour rester imperturbable, ne réagit pas. Mais les mots d'Emily, « mauvais homme », résonnaient comme un coup de tonnerre. La juge se pencha légèrement en avant, perplexe. « Maître Rowan, pouvez-vous expliquer » demanda-t-elle d'une voix maîtrisée.
La procureure se leva lentement, les yeux toujours rivés sur Émilie. Votre honneur, l'enfant a très peu parlé depuis son retrait du foyer. Nous ne l'avions jamais entendu utiliser cette expression auparavant. Mais elle dessine sans cesse la même scène. Toujours un homme, une maison et un chien. Nous pensons que Bruno réactive un souvenir de l'abus. Possiblement ? Interrogea doucement la juge. Rowan hocha la tête. Oui. Ou bien de la présence de quelqu'un au moment des faits. De l'autre côté, l'avocat Fields ricana. Votre honneur, une enfant de 3 ans qui montre un chien en disant « mauvais homme », ce n'est pas une preuve. C'est de l'imagination, rien d'autre. Objection notée, répondit la juge. Mais elle n'identifie pas le chien. Elle réagit à un souvenir associé. Elle jeta de nouveau un regard vers Émilie, désormais figée, les yeux rivés sur Bruno. Avançons avec prudence, ajouta-t-elle doucement. Sandra se pencha vers la fillette et murmura. Chérie, veux-tu montrer ton dessin à la juge ? Émilie ne répondit pas par des mots. Elle tendit simplement le papier froissé qu'elle serrait depuis le matin. L'huissier le fit parvenir jusqu'à la juge, qui le déplia avec soin. En traits de crayon, le dessin représentait une petite fille, une maison avec une fenêtre brisée, un homme en uniforme bleu foncé, et un grand chien à ses côtés. Le visage de l'homme était grossièrement raturé de rouge. Que signifie cela, Émilie ? Demanda Sandra doucement. Émilie murmura quelque chose, presque inaudible. Un micro tout proche capta ces mots. Il était là. La salle entière se pencha en avant, suspendue à ses lèvres. La procureure Rowan s'approcha lentement du banc des témoins, s'agenouilla à hauteur de l'enfant et demanda. « Émilie, te souviens-tu de l'homme » Émilie baissa les yeux vers le dessin, toucha du doigt le visage raturé et répéta. « Mauvais homme. » Alors, maître Rowan se redressa et se tourna vers la juge. « Votre honneur, je demande l'autorisation de présenter une série de photographies d'identification. Nous pensons que la mémoire de l'enfant à propos de l'agent Daniels est liée à ce jour-là. » La juge hésita. « Sommes-nous certains de ne pas l'influencer ? » « Nous utiliserons des photos neutres, » répondit Rowan. « Si elle ne réagit pas, nous arrêterons. » La juge acquiesça. L'avocat de la défense protesta à nouveau. « C'est du théâtre judiciaire. Elle pourrait réagir à n'importe quel homme en uniforme. » Mais malgré ses réserves, la juge autorisa la procédure, avec prudence. Quelques minutes plus tard, 5 grandes photos furent apportées dans la salle. 5 hommes en uniforme de police, dont l'agent Daniels et une photo où il apparaissait aux côtés de Bruno lors d'un événement communautaire. Les images furent placées sur des chevalets, alignés devant le tribunal. Émilie resta d'abord silencieuse. Elle observait les photos une à une, sans émotion. Mais lorsqu'elle posa les yeux sur la 5e, celle où Daniels et Bruno étaient côte à côte, son visage changea aussitôt. Ses lèvres tremblèrent. Elle pointa l'image du doigt et répéta, plus fort cette fois. « Mauvais homme. » Un souffle de stupeur parcourut la salle. Même la juge ne put cacher sa réaction. « Suspension de séance pour 20 minutes, » annonça-t-elle en se levant. À l'extérieur, les téléphones s'allumèrent aussitôt, les journalistes chuchotant frénétiquement. Ce qui venait de se passer n'était pas censé arriver. Pas comme ça. Émilie n'était pas supposée parler. Elle n'était pas censée se souvenir. Mais la présence du chien avait déclenché quelque chose que des mois de thérapie, de rapport et de suivi social n'avaient jamais réussi à atteindre. Désormais, le procès ne tournait plus autour de subtilités techniques, mais autour de la voix fragile d'une petite fille qui se souvenait de bien plus que ce que l'on croyait. 20 minutes plus tard, la salle se reconstitua, mais l'atmosphère avait changé. Ce qui avait commencé comme une journée de routine dans un procès complexe était devenu extraordinaire. Ceux qui doutaient encore, la défense, les journalistes, même la juge, fixaient Émilie avec une attention nouvelle. Émilie s'assit de nouveau sur son rehausseur, tapotant nerveusement ses doigts sur son dessin. Bruno, le chien de réconfort, restait immobile dans un coin, auprès de son maître. Toujours calme, mais sa présence avait pris un poids inattendu. Il n'était plus seulement un animal de soutien. Il était devenu un symbole,
la clé vivante qui avait libéré un souvenir enfoui chez l'enfant. La procureure Rowan s'avança vers le banc. Votre honneur, le dessin, combiné avec la réaction constante de l'enfant devant la série de photos, suggère un déclencheur mnésique. Nous demandons que le dessin soit officiellement versé au dossier. L'avocat Fields bondit. Objection. Ce n'est qu'un dessin d'enfant, pas une déposition sous serment. La juge, désormais bien plus prudente dans son scepticisme, répondit. Le tribunal l'accepte, non pas comme preuve directe, mais comme contexte de la réaction émotionnelle de l'enfant. Procédez avec précaution. Le dessin fut projeté sur un écran. Toute la salle put voir clairement la petite maison, le visage de l'homme en uniforme raturé de rouge et la silhouette reconnaissable d'un grand chien à ses côtés. Plus on le regardait, moins cela ressemblait à un simple gribouillage et davantage à une mémoire figée. « Émilie, » dit doucement Rowan en s'agenouillant devant elle, « peux-tu nous dire ce que c'est ?» Émilie hésita. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle regarda Sandra, qui lui adressa un sourire rassurant et un petit signe de tête. « C'est ma maison, » murmura-t-elle. « C'est lui. »« Lui qui ?» demanda Rowan. Émilie pointa du doigt l'homme au visage raturé, l'homme qui venait avec le chien. Bruno expira doucement, comme un soupir, et s'allongea près de son maître. Un comportement canin banal. Pourtant, dans cette salle, même ce soupir sembla alourdir le silence. La juge Donovan prit la parole d'une voix ferme mais posée. Avons-nous trace d'une visite de l'agent Daniels dans ce foyer? Rowan consulta son dossier. Oui, votre honneur. L'agent Daniels a été envoyé au domicile de l'enfant 3 mois avant son retrait. L'incident est enregistré comme un contrôle de bien-être, mais il n'existe ni image de caméra piéton, ni rapport de suivi. La juge fronça les sourcils. C'est inhabituel. Oui, confirma Rowan. Surtout puisque l'enfant a été retrouvé, quelques semaines plus tard, dénutrie et couverte de bleu. L'avocat Fields se leva encore. Votre honneur, rien ne prouve une faute. L'agent a pu ne rien constater d'alarmant à ce moment-là. Et pourtant, l'enfant se souvient de lui, répondit calmement la juge. À ce moment, Sandra sortit doucement un autre papier plié de son sac. Elle en a fait un autre dessin, dit-elle. Celui-ci est différent. Rowan déplia la feuille au banc. Ses yeux s'écarquillèrent. Le dessin montrait la même maison, mais cette fois, l'homme était à l'intérieur. La porte ouverte. La fillette, Émilie, sans équivoque, se tenait sur le perron, la main tendue. Le visage de l'homme était encore gribouillé en rouge, mais les yeux du chien, eux, étaient dessinés grands ouverts, comme s'ils observaient la scène. Elle reproduit cette image encore et encore, expliqua Sandra. Parfois, elle pleure en coloriant. Lorsqu'il fut affiché devant la salle, même les sceptiques les plus durs se turent. Quoique la mémoire d'Émilie est enfouie, elle avait trouvé une voie à travers ses dessins. Et désormais, tout le monde le ressentait. Une enfant tentait de parler depuis le début, et le système judiciaire avait failli ne pas l'entendre. La juge se renversa dans son fauteuil et murmura presque pour elle-même. Cette petite fille est peut-être le seul témoin qui compte. À l'extérieur, les journalistes tapaient déjà frénétiquement sur leur clavier. À l'intérieur, les pièces d'un puzzle sombre commençaient à s'assembler. Et Émilie, à peine âgée de 3 ans, n'avait fait que commencer à révéler ce qu'elle savait. L'atmosphère de la salle avait basculé, de la curiosité à une profonde inquiétude. Les dessins d'Émilie, ses paroles et sa reconnaissance de Bruno sur la photo avec l'agent Daniels étaient trop cohérents pour être écartés. La procureure Rowan savait que ce qui n'avait été jusque-là qu'une affaire circonstancielle prenait désormais une dimension émotionnelle forte, portée par le plus petit et le plus improbable des témoins. Cet après-midi-là, la cour reprit avec une attention redoublée. La juge Donovan appela l'agent Mark Daniels à la barre. Un homme d'une 30aine d'années, à l'allure soignée et au port confiant, se leva de la table de la défense et s'avança. Il ressemblait à l'image parfaite de l'officier de police, expérimenté, poli, maîtrisé. Il réajusta sa cravate et s'assit calmement. « Agent Daniels », commença Rowan. « Vous avez effectué une visite de contrôle au domicile d'Emily Carter 3 mois avant son retrait, n'est-ce pas ?» « Oui,
répondit Daniels sans hésitation. J'ai reçu l'appel, je m'y suis rendu avec mon unité K9, Bruno. J'ai inspecté la maison et je n'ai trouvé aucun danger immédiat. Aucun rapport n'a été déposé, fit remarquer Rowan. Il n'y avait rien à signaler, répliqua Daniels d'un ton froid. Rowan arqua un sourcil. Pas de bleu, pas de signe de négligence? La mère a expliqué que la petite était tombée d'une balançoire. Il y avait des jouets dehors. La fillette était timide, mais pas blessée de manière à justifier une intervention. À mon jugement, le foyer était sûr. Rowan appuya sur une télécommande, et le dessin d'Emily réapparut à l'écran. Et comment expliquez-vous ceci? L'enfant vous a dessiné, vous et votre chien, et un souvenir de ce jour qui, manifestement, l'a profondément marqué. Daniels se raidit. Elle a 3 ans. Les enfants dessinent des monstres et des choses imaginaires tout le temps. Mais elle vous a reconnu sur une photo. Et elle vous a appelé, Rowan marqua une pause, un mauvais homme. Daniels haussa les épaules. Je ne contrôle pas l'imagination d'un bambin. Dans la galerie, des mouvements mal à l'aise parcoururent les spectateurs. Le calme glacé de Daniels paraissait soudain inquiétant. La juge Donovan se pencha en avant. Agent Daniels, vous souvenez-vous de l'heure à laquelle vous avez quitté cette résidence? Environ 20 minutes après mon arrivée, répondit-il. Rowan projeta un nouvel élément à l'écran. Or, le redatage du système de caméra piéton indique que votre unité est restée sur place 1 heure et 12 minutes. La mâchoire de Daniels se crispa. J'ai été retardé, par la circulation, marmonna-t-il. Pourtant, la voiture est restée garée tout le long, selon les relevés GPS de la dashcam, ajouta Rowan en brandissant un dossier. Daniels jeta un coup d'œil à son avocat. Fields objecta vivement. Votre honneur, cette ligne d'interrogatoire est spéculative. Il n'y a aucune preuve de faute. Il y a un rapport manquant, aucune image de caméra piéton, des incohérences dans les horaires, et désormais un enfant traumatisé qui identifie l'agent comme faisant partie de son souvenir d'abus, répondit la juge. L'interrogatoire se poursuivra. Daniels croisa les bras, mais son regard vacilla. Pour la première fois depuis le début du procès, son masque de confiance se fissura. Il se tortilla légèrement sur son siège, visiblement mal à l'aise. Rowan inspira profondément. Votre honneur, nous demandons une révision d'urgence de l'historique complet de service de l'agent Daniels, en particulier des visites de contrôle close concernant des enfants. Ces pannes de caméra piéton semblent plus que coïncidentes. Accordé, répondit la juge. Je veux ce rapport sous 72 heures. Au fond de la salle, Sandra serra doucement la main d'Emily. La petite, ignorante du tumulte juridique qui se jouait autour d'elle, caressait son dessin en silence. Mais sa présence avait accompli ce que 2 mois d'enquête n'avaient pas pu. Sa mémoire, floue mais persistante, éclairait désormais des zones que le système avait longtemps ignorées. Ce qui avait d'abord été pris pour une parole accidentelle d'enfant devenait une connexion directe. Et derrière l'insigne, une autre vérité commençait à émerger. 3 jours plus tard, la salle d'audience était comble. Dans la galerie se pressaient des défenseurs de l'enfance, des policiers hors service, et une foule de journalistes qui n'avaient cessé de couvrir l'affaire depuis que la petite avait prononcé « mauvais homme ». L'atmosphère était tendue. On savait désormais qu'il ne s'agissait plus d'une simple visite de contrôle bâclée, mais d'une défaillance systémique, révélée par le témoignage d'une enfant de 3 ans. La révision interne avait été accélérée, et ses résultats ébranlèrent l'accusation. Rowan se leva, un dossier épais dans les mains. Votre honneur, l'agent Daniels a été dépêché sur 5 autres contrôles de bien-être impliquant des enfants ces 2 dernières années. Dans 3 de ces cas, aucun rapport n'a été déposé. Dans 2 autres, les enregistrements de caméras piétons étaient mystérieusement indisponibles. Les 5 enfants ont tous été ultérieurement retirés de leur foyer pour abus ou négligence. Le visage de la juge Donovan se durcit. A-t-il jamais été sanctionné pour ces omissions? Non, votre honneur. Elles ont été qualifiées des « erreurs administratives ». La défense tenta désespérément d'objecter, mais le mal était fait. La cour voyait désormais un schéma. Et il ne jouait pas en faveur de l'agent Daniels.
Émilie fut rappelée dans la salle. Cette fois, elle n'était plus une simple observatrice silencieuse. Une psychologue pour enfants, le Dr Lynn Powell, l'accompagnait, lui parlant doucement alors qu'elle s'installait dans un coin aménagé spécialement pour elle. La juge s'adressa à la psychologue. Dr Powell, le tribunal comprend que l'âge d'Émilie limite sa capacité à témoigner, mais pensez-vous qu'elle comprend ce qu'elle a vu? Oui, votre honneur, répondit Dr Powell. Les enfants n'expriment pas les événements avec des mots d'adultes, mais ils stockent les traumatismes dans leur mémoire. Émilie reproduit toujours la même scène, l'agent, le chien, et elle-même effrayée. Ses réactions ne sont pas théâtrales. Elles sont enracinées dans le souvenir. Procédez, acquiesça la juge. Dr Powell s'assit à côté d'Émilie, déplia un bloc de papier et lui tendit quelques crayons. Émilie, peux-tu dessiner le jour où tu as vu Bruno et l'homme? Sans parler, la petite se mit à dessiner lentement, appuyant de plus en plus fort sur le crayon sous le regard attentif de toute la salle. L'image prit forme, un enfant caché derrière un canapé, un homme debout près d'une lampe brisée, et Bruno assis en arrière-plan. Cette fois, un détail nouveau apparaissait, des larmes sur le visage de la fillette. « Émilie, que se passe-t-il ici ?» demanda doucement Dr Powell. Émilie hocha la tête et murmura. Il criait. J'avais peur. Go me regardait. Et qu'a fait l'homme? Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes, mais elle réussit à prononcer un seul mot. Frappé. La salle d'audience se figea. Des exclamations étouffées s'élevèrent de la galerie. Même le stylo de l'avocat de la défense glissa de sa main. Le juge Donovan se pencha en avant. Émilie, qui t'a frappé? La petite hésita. Puis, lentement, elle leva son doigt et pointa vers l'officier Daniels. Silence. Un silence lourd. Personne ne bougea. Daniels se tortilla sur sa chaise, le visage empourpré. Son avocat se pencha et lui murmura quelque chose à toute vitesse, mais Daniels resta figé. Émilie, elle, baissa les yeux sur son dessin, s'y agrippa fermement et ne dit plus rien. Elle n'en avait pas besoin. Rion prit une inspiration et se tourna vers la juge. Votre honneur, nous avons désormais une identification verbale de l'accusé par la victime elle-même. Combiné au schéma de négligence établi et à la constance émotionnelle de ses réactions, nous pensons que le tribunal dispose de tout ce dont il a besoin. La juge Donovan ne répondit pas tout de suite. Elle fixa Daniels longuement, puis déclara. Le tribunal va observer une courte suspension. Le jury reste en place. À l'extérieur, la déclaration d'Émilie se répandit comme une traînée de poudre. Les journalistes tapaient frénétiquement, les réseaux sociaux s'embrasèrent. L'affaire venait de basculer du complexe à l'incontestable. Une fillette de 3 ans avait dit la vérité, à sa manière, et la salle d'audience comme tout le pays écoutait enfin. Lorsque l'audience reprit, l'atmosphère avait changé du tout au tout. On sentait que quelque chose d'historique se déroulait. Pas seulement un procès, une révélation de ce qui avait été trop longtemps étouffé. La voix d'Émilie avait percé le silence, et désormais, les procureurs étaient décidés à aller plus loin. La procureure Rowan s'avança. Son regard brillait d'une détermination nouvelle. Votre honneur, durant la suspension, nous avons reçu de nouvelles preuves d'un ancien membre du département de police. Avec la permission du tribunal, je souhaite les verser au dossier. Quelle est la source? Demanda le juge Donovan. Rowan fit un signe vers la porte. Un homme grand, en civil, entra dans la salle. Le détective Alan Whitmore, retraité. 22 années de service, dont 9 aux côtés de l'officier Daniels. Whitmore monta à la barre en poussant un long soupir. Il balaya la salle du regard, puis posa les yeux sur Émilie, qui dessinait tranquillement. Je suis ici parce que je ne pouvais plus me taire, dit-il. J'ai connu Mark Daniels longtemps. Il n'a pas toujours été comme ça, mais ces dernières années, quelque chose a changé. Rowan s'approcha. Pouvez-vous préciser? Whitmore hocha la tête. Daniels était réputé méticuleux, sur le papier. Mais en coulisses, il se plaignait des rapports trop lourds, des appels de routine. Il utilisait son insigne pour décider ce qui comptait ou non.
Et les rapports manquants, je les ai trouvés, ajouta-t-il plus bas. Rangés dans une armoire officieuse, non enregistrés dans le système. 5 dossiers incomplets impliquant des enfants. Tous marqués comme « résolus », sans enquête. Rowan brandit un dossier. Nous avons comparé l'écriture. C'est bien celle de Daniels. Un murmure parcourut la salle. La défense voulut objecter, mais la juge tournait déjà les pages avec crispation. Ces dossiers sont datés du jour même où Daniels a visité la maison d'Emily, dit-elle d'une voix dure. Et celui-ci, ajouta Rowan en avançant, les notes disent « mère coopérative, enfant joyeux, pas d'échymose visible ». Mais elles étaient bien visibles. Le pédiatre d'Emily les a documentées par la suite. La juge reposa lentement le dossier. « Monsieur Whitmore, pourquoi n'avez-vous pas parlé plus tôt ? » « J'ai essayé, votre honneur. 2 fois. On m'a averti que si j'insistais, ma pension serait en jeu. Le département protège les siens, jusqu'à aujourd'hui. » Emily leva brièvement les yeux vers Whitmore. Elle ne sourit pas, mais son visage s'adoucit légèrement, comme si elle avait reconnu que quelqu'un venait enfin de prendre sa défense. Daniels se pencha vers son avocat, chuchotant avec agitation. Mais son défenseur secoua la tête, rien ne pouvait contrer ce qui se déroulait. Et riant asséna la dernière pièce à conviction. Nous avons récupéré les images d'une caméra de sonnette appartenant à un voisin. La vidéo est floue, mais on y voit Daniels entrer dans la maison d'Emily, sans appeler de renfort ni attendre les services de protection de l'enfance. Il est resté à l'intérieur plus d'1 heure. La juge Donovan fixa l'écran tandis qu'un extrait défilait en silence, Daniels frappant à la porte, attendant, entrant, puis rien. 72 minutes de vide. Quand il réapparut, il rajustait son uniforme, regardant autour de lui avant de marcher droit vers sa voiture. Ceci, murmura Rowan, n'est pas conforme au protocole. Le jury resta figé, choqué. La galerie publique demeura pétrifiée. Sandra serrait la main d'Emily si fort que ses jointures blanchissaient. Le juge Donovan se tourna vers Daniels. À ce stade, officier, je vous conseille de reconsidérer votre plaidoyer. Daniels ne dit rien, mais la cour n'avait plus besoin de ces mots. Emily avait parlé. Whitmore avait confirmé. Les dossiers, la vidéo, les schémas, tout dressait une seule image limpide. Trop longtemps, un homme derrière un insigne avait utilisé son autorité pour faire taire les voix des plus vulnérables. Mais ce jour-là, la plus petite voix avait brisé ce silence à jamais. La salle d'audience était de nouveau pleine. Le lendemain matin, le jury, séquestré toute la nuit, était prêt à rendre son verdict après des semaines de témoignages et de révélations. La galerie retint son souffle tandis que le juge Donovan entrait, suivi de l'huissier qui escortait les jurés. Même les murmures s'étaient tus, personne ne voulait rater une seconde. Emily était assise calmement avec Sandra au premier rang, ses crayons et dessins rangés dans son petit sac à dos. Elle semblait apaisée, comme si elle savait que la vérité qu'elle portait enfin trouvait écho. « Debout », dit l'huissier. Le juge hocha la tête et tout le monde reprit place. La présidente du jury, une femme d'âge mûr aux yeux fatigués et à la voix tremblante, se leva. « Le jury a-t-il atteint un verdict ?» demanda le juge Donovan. « Oui, votre honneur. » « Veuillez le lire. » La jurée déplia le papier. Dans l'affaire opposant l'État à l'officier Mark Daniels, sur l'accusation de mise en danger aggravée d'un enfant, nous déclarons l'accusé coupable. Sur l'accusation d'obstruction à la justice, coupable. Sur l'accusation de falsification de documents officiels, coupable. Un souffle parcourut la salle. Plusieurs personnes eurent les larmes aux yeux. Daniels resta figé, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur la table. Son avocat semblait avoir vieilli de 5 ans en une nuit. La procureure Rowan ne sourit pas. Elle referma son dossier, hocha la tête et posa son regard sur Emily. Sandra murmura à la fillette. « Tu l'as fait, ma chérie. » Emily leva les yeux, clignant doucement. « Plus de méchants. »« Plus jamais, » répéta Sandra. « Il ne pourra plus faire de mal. » Monsieur Daniels, déclara le juge Donovan, ce tribunal vous déclare coupable de tous les chefs d'accusation. La sentence sera prononcée la semaine prochaine.
En attendant, vous êtes placé en détention sans possibilité de libération sous caution. Le marteau s'abattit. Audience levée. 2 adjoints escortèrent immédiatement Daniels. En passant devant Bruno, le chien qui avait déclenché malgré lui le témoignage d'Émilie, il ne lui accorda pas un regard. Bruno non plus ne réagit pas allongé paisiblement près de son maître, il ignorait qu'il avait été l'instrument révélant un mensonge à la vue de tous. Dehors, les journalistes se pressaient. Les flashs crépitaient. Les titres envahissaient déjà le web. 2 mots d'une fillette font tomber un policier. Le tribunal sous le choc, l'enfant désigne son agresseur grâce au chien de police. La justice révélée par des crayons et du courage. À l'intérieur, le juge s'approcha personnellement d'Émilie et de Sandra. « Mademoiselle Carter, dit-elle avec douceur, j'ai vu des centaines d'affaires dans cette salle. Des victoires, des drames. Mais ce que vous avez fait, ce que vous avez rappelé, c'était extraordinaire. » Émilie, bouleversée, s'agrippa au bras de Sandra. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Ses dessins, ses murmures, son petit doigt pointant vers la vérité avaient suffi. La psychologue, Dr Powell, s'avança. Nous allons continuer à travailler avec Émilie. Maintenant qu'elle a recommencé à parler, il y a de l'espoir pour un rétablissement plus rapide que prévu. Le juge acquiesça. Et elle aura tout le soutien que le système peut lui offrir. Plus tard, la procureure Rowan tint une brève conférence de presse. Elle ne célébra pas sa victoire. Fixant la caméra, elle dit. Il ne s'agissait pas seulement d'un officier. Il s'agissait d'écouter, vraiment écouter, les voix les plus petites parmi nous. Nous avons failli à Émilie, mais elle nous a donné une seconde chance de l'entendre. Et le monde avait écouté. La justice avait triomphé, non par des plaidoiries enflammées ou des témoignages spectaculaires, mais grâce au courage tranquille d'une enfant qui aurait eu toutes les raisons de se taire, mais qui choisit de parler. Les chaînes d'information du pays entier relatèrent l'histoire d'Émilie, non comme un drame de plus, mais comme un rare moment de vérité et de triomphe. Émilie, elle, ne comprenait pas tout. Mais elle riait davantage. Elle formait parfois de vraies phrases. Sandra remarqua qu'elle ne se réveillait plus en pleurs la nuit. Elle parlait de ses crayons, de ses dessins, et surtout de Bruno. Une semaine après le verdict, le département annonça officiellement la retraite de Bruno, adopté par la famille d'Émilie. Pour la fillette, c'était le monde entier qui changeait. Le jour où Bruno arriva chez Sandra, Émilie l'attendait sur le perron, les yeux brillants. Quand on lâcha la laisse, Bruno trotta droit vers elle, la queue battant. Il s'assit simplement devant elle, comme s'il savait exactement où était sa place. Émilie l'enlaça fort, murmurant. Plus de méchant. Bruno lui lécha le visage doucement. C'était comme si une porte s'était refermée pour de bon. Son courage eut des répercussions bien au-delà, de nouvelles initiatives pour protéger les enfants, l'usage des dessins et des chiens de soutien émotionnel en justice, des lois proposées pour plus de transparence policière. Le détective Whitmore fut réintégré comme consultant. Rowan reçut des distinctions nationales, mais répétait, la vraie héroïne, c'est une fillette de 3 ans qui nous a appris que le silence ne veut pas dire absence. Qu'un murmure peut parfois rugir plus fort que n'importe quel plaidoyer. Avec le temps, Émilie s'épanouit. Elle alla 2 fois par semaine chez Dr Powell. Sandra lança la procédure d'adoption. Ses dessins changèrent, les maisons avaient des fenêtres ouvertes, les personnages souriaient, et Bruno y apparaissait toujours, courant après des papillons ou allongé au soleil. Le jour de l'adoption, la juge Mara Donovan vint discrètement au tribunal. Elle ne parla pas, se contenta de sourire quand les papiers furent signés. Bruno portait un petit gilet, grand frère. Quand on demanda à Émilie si elle voulait dire quelque chose, elle monta sur le banc, regarda la salle et dit « Merci de m'avoir écouté. » Des mots simples, mais puissants. Ainsi s'acheva un chemin commencé par 2 mots tremblants dans une salle d'audience, méchant homme. Il s'était terminé dans un lieu de sécurité, d'espoir et d'amour. Émilie avait trouvé sa voie. Elle avait changé des vies. Et jamais, plus jamais, elle ne serait seule.